Effectivement, je propose qu'on revienne en fin de débat sur la prise de risque. Vous avez été tous les trois, là je parle des trois à ma gauche, tous les trois en fait très volontaristes sur l'idée que l'innovation, que le risque devait être reconsidéré comme une opportunité et qu'il y avait là une révolution culturelle à faire. Donc on y reviendra si vous le voulez. Benoît, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit que pour vous, une grande école d'ingénieurs aujourd'hui, un peu comme le disait Hervé Biosser, par la diversité des sujets abordés, par le fait de vouloir, par essence, former des ingénieurs généralistes, par le fait d'aborder à la fois la complexité et l'aspect concret des choses, c'était pour vous une bonne formation face aux défis du siècle. Formation adaptée, que la grande école est une bonne structure. L'approche d'une grande école est une bonne approche pour ce type de choses. Oui, enfin, je pense que la plupart des innovations naissent à l'interface entre différentes disciplines. Et je pense que c'est mon approche, c'est que le caractère multidisciplinaire, que ce soit dans le domaine de la recherche ou que ce soit dans le domaine de l'innovation, est absolument essentiel pour faire des cross-fertilisations, si je puis dire, entre disciplines. Et là, avec ParisTech, pour le coup, c'est ce que vous aurez. ParisTech, de ce point de vue-là, est extrêmement porteur, puisque ça permet d'associer des écoles qui sont sur des champs disciplinaires plus thématisés. Alors bon, l'école des mines est par nature multidisciplinaire, mais nous couvrons un champ scientifique et technique qui n'est pas complet. Donc nos grands champs disciplinaires, c'est l'énergie, les matériaux, les sciences économiques et sociales, les géosciences, mais par exemple les télécommunications, la chimie, etc., sont représentés par d'autres écoles au sein de ParisTech. Donc le fait de travailler sur des projets de grande envergure et stratégiques pour les entreprises, associant les différentes disciplines, me paraît extrêmement porteur en termes d'innovation pour le futur. D'accord. Pardon, Pierre, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on commence, que vous commenciez à nous parler de la GRLI, puis peut-être de l'ESSEC. Je vais juste vous lire une phrase sur la mission de la GRLI, donc je rappelle que Pierre Tapie est président. La mission de la GRLI est d'être un catalyseur pour le développement d'une nouvelle génération de leaders responsables dans un monde qui se globalise. On est au cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots en fait sur l'action de ce... Je peux commencer par cette porte d'entrée. En effet, si GRLI Foundation est une fondation de droit belge qui a été créée par les Nations Unies d'une part, l'IFMD qui est l'Association européenne des business schools d'autre part, pour associer d'une part des grandes entreprises mondiales, d'autre part des business schools issus des 5 continents, de manière à ce qu'ensemble, ce groupe d'entreprises et de business schools d'une part, venus de différents continents d'autre part, réfléchissent à comment préparer une nouvelle génération de leaders globalement responsables. C'est quelque chose qui a été créé il y a 5 ans. Et il s'est trouvé que la discussion interculturelle, d'une part, pédagogue versus employeur, d'autre part, a été d'une assez extraordinaire fécondité, parce qu'elle a bien souligné combien il y avait une question d'œuf et de poule, où un certain nombre d'entreprises avancées dans leur réflexion, développement durable et responsabilité sociale, se plaignaient de ne retrouver à la sortie des business schools que des gens qui avaient les dents qui raclaient par terre et qui étaient obsédés par les profits à court terme, tandis que de l'autre côté, les business schools disaient aux entreprises, mais finalement, nous préparons des gens qui se projettent sur vous et qui se projettent sur les critères de performance implicites de vos métiers. Et c'était très intéressant de voir comment le cercle d'écho, de miroir réciproque entre la maximisation du profit à court terme d'un côté, la réflexion de jeunes ou de moins jeunes sur une posture de cadre d'entreprise réfléchissant à long terme de l'autre, était une réflexion très interconnectée, et ceci a amené un certain nombre de choses, notamment auprès des Nations Unies, la publication des Principles for Responsible Management Education en juillet 2007, et à partir de là, certaines évolutions dans l'environnement des business schools internationales qui amènent aujourd'hui à ce qu'un plus grand nombre se pose des questions sur l'arbitrage court terme, long terme, auquel on prépare implicitement les jeunes qui sont dans nos écoles. En fait, ce sont des questions très structurantes parce que, paradoxalement, et là je vais prendre une posture qui n'est pas une posture facile puisque je vais un petit peu me tirer une balle dans le pied, mais si on regarde statistiques, il se trouve que j'ai dirigé une école d'ingénieur avant de diriger une école de management, et la posture naturelle développement durable, elle est statistiquement plus naturelle dans un milieu de scientifiques que dans un milieu de managers. Ce que je dis là est cruel, mais il y a des raisons à ça.
Il y a des raisons à ça, qui est que la culture pédagogique d'un univers scientifique, c'est le Graal d'un scientifique, c'est de courir après le prix Nobel, ou de courir après la médaille d'or du CNRS, ou des éléments de découverte qui sont des éléments de rupture et qui vont le faire hautement reconnaître. Le Graal d'un professeur de management, c'est forcément, alors d'abord il y en a plusieurs, il y en a qui sont exclusivement philosophes, académiques, intellectuels, d'autres qui sont plus près des questions concrètes de la vie des entreprises et qui se situent à l'interface entre l'académique et le consulting. Et le Graal, ça va être plutôt d'être président de McKinsey dans le monde. Bon. Vous voyez que ce sont deux objets sociaux qui ne sont pas les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que le deuxième objet social, celui qui est le professeur de management dans une bonne business school internationale, il ne peut pas, au nom de sa pertinence professionnelle, ne pas être en accord très, très proche, très implicite avec le milieu professionnel dans lequel il baigne. Comme historiquement les business schools américaines ont été extrêmement dominantes dans l'inconscient collectif et que l'Amérique, depuis Milton Friedman, a quand même été le champion des outils de mesure à très court terme, y compris les normes IFRS récemment partagées à peu près dans le monde entier, nous nous sommes retrouvés sans le vouloir, avec un certain nombre de contestataires internes assez puissants, en disant nous, je prends une casquette de membre du board de la grande association mondiale des business schools, nous sommes retrouvés dans une situation où seuls des gens qui avaient une réputation exceptionnelle pouvaient prendre du recul critique par rapport au système et pouvaient, dans un certain nombre de cas, dire attention, en tant qu'intellectuel du management, je pense que... Bon, voilà, c'était peut-être un premier élément, puisque vous m'invitez à rentrer par là, que je voudrais souligner. Et c'est vraiment une question importante, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment des outils de mesure de performance des entreprises peuvent devenir des outils à réellement long terme. Ces outils, souvent, n'existent pas. Et la manière de diffuser les outils qui existent est relativement limitée aujourd'hui. Donc il y a une question structurelle qui est assez forte. Si maintenant, pour finir et très rapidement, je parle plus en tant que pédagogue, depuis 10 ans maintenant, puisque la réforme date de 99, quand à l'ESSEC on a transformé la grande école en un MBA intégré, on a essayé de penser les objectifs pédagogiques auxquels cette grande transformation allait préparer. Je pourrais être plus disert dans les questions sur les choses concrètes de cette grande question, mais je reste juste sur les objectifs pédagogiques. Et pour préparer des leaders face à un monde à la fois plus complexe, plus instable, plus incertain, il nous a semblé qu'il était important de tenir 7 objectifs pédagogiques ensemble, qui regroupent pas mal, mais sont formulés un peu différemment ceux de mes prédécesseurs. Un premier, c'est la capacité à manager et intégrer la complexité, reconnaître que le fait de la complexité est quelque chose qui est désormais à manager et intégrer. Et c'est un mot-clé sur le développement durable, bien sûr. Absolument, absolument. Le deuxième, c'est finalement ce que disait Hervé en dessinant la grande image, c'est comprendre le contexte sociétal, local et mondial. La dimension sociétale ne peut pas ne pas être un élément déterminant. La troisième capacité, c'est la maîtrise des compétences quantitatives. Bon, c'est nécessaire dans les écoles d'ingénieurs tout autant dans les écoles de management. La quatrième, elle est plus ordinaire, entre guillemets, mais elle n'est pas si facile, c'est la capacité à la performance en groupe, eh bien, le travail en groupe, la performance en groupe. La cinquième, c'est apprendre à apprendre. Et apprendre à apprendre est quelque chose qui peut paraître évident, mais qui comporte une étape, qui est apprendre à désapprendre. Car la vitesse de l'évolution des concepts aujourd'hui fait qu'il faut qu'en même temps qu'on apprenne à des gens à apprendre, on leur fasse passer le message qu'il est normal de désapprendre ce qui était à un moment l'épistémé du moment pour en prendre une autre. Un sixième, qui est l'aptitude à innover. Je crois que là, on a été très, très répétitif, mais c'est intéressant aussi de voir les répétitions. Et là aussi, avec tout ce que ça signifie, l'année dernière, les étudiants de l'ESSEC ont créé 25 entreprises sur le campus. Voilà, donc l'aptitude à innover, c'est qui ne se réduit pas à l'entreprendre, mais l'innover est plus large. Et enfin, dernier élément, l'aptitude et au leadership et à la décision éthique, ce qui signifie éduquer la boussole intérieure des jeunes.
à aider les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'en formation continue, c'est des questions qui se posent énormément, aider tout apprenant. Les étudiants de l'ESSEC ont de 15 à 55 ans, c'est le bonheur d'être dans le management, parce qu'on fait de la formation continue longtemps, donc vous êtes les bienvenus. Éduquer à tout moment la conscience que chacun a de sa propre boussole et du référentiel de valeurs explicites ou implicites qu'il porte, y compris d'ailleurs en l'aidant à rendre explicite son référentiel implicite, ce qui est souvent une des premières tâches les plus compliquées et parfois les plus douloureuses pour les gens. Voilà les 7 objectifs sur lesquels, à partir de ça, nous nous sommes lancés il y a une dizaine d'années. Pierre, là-dessus, quand on a préparé le débat, j'ai interviewé un entrepreneur d'avenir, mais qui n'est pas dans la salle là, qui me disait, finalement, pour ces grandes problématiques de société qu'on doit résoudre aujourd'hui, on devrait, quand on sort d'une école de management, avoir un niveau licence en psycho, philo, sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les expériences que vous proposez, que les élèves peuvent vivre dans l'école, sont suffisantes, ou est-ce que vous pensez qu'il faut upgrader un moment ou un autre Sincèrement, de même que l'école polytechnique donne ce niveau-là en maths, en physique, en chimie, en économie théorique, je revendique le fait que nos étudiants sont bien à ce niveau-là quand ils sortent. D'accord. Sincèrement. Par différents moyens d'apprendissage. Certains sont théoriques, certains sont expérientiels, certains sont internationaux, mais sur les 3 disciplines que vous avez, on les dresse entre guillemets, d'une manière particulièrement lourde, parce que c'est indispensable. D'accord, merci. Bernard, peut-être pour rebondir sur ce point, comment est-ce que vous voulez former sur ces points? Comment est-ce que vous formez une génération de managers responsables? Bien, j'ai envie de commencer presque par une sorte d'interrogation, parce que quand j'entends mes collègues, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir... Sachant, pardon, qu'on va devoir aller un tout petit peu plus vite que les 3 premiers intervenants. Je vais essayer d'être responsable. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de la part des dirigeants d'école, de la part de dirigeants d'entreprise, parfois qui sont d'ailleurs dans des situations exceptionnelles et qui peuvent le dire parce que ils sont parmi les meilleurs, et qui peuvent ensuite mettre en place un certain nombre d'actions. Moi, je suis quand même surpris quand on parle de formation de nos écoles, de l'université. Les financiers qui ont été quelque part à l'origine de la crise financière que nous avons vécue, c'est nous qui les avons formés. Disons-le nous, on les a formés à un moment donné. En quoi avons-nous changé nos méthodes de formation? À quoi avons-nous? Je crois qu'il faut qu'on se pose ce type de questions. De la même manière, on parle tous de diversité, j'en parlerai. Et mes collègues en parlent très très bien. Mais je regarde... Alors c'est facile, mais ça montre que c'est pas si facile que ça de parler de diversité. Regardez, sur ce rang, c'est blanc, c'est masculin, et... Je n'y suis pour rien. Hein. Non, je joue pas facile, je veux dire simplement une chose. Je veux dire, ça peut être un effet de manche, et ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Ça veut dire que quand on est confronté dans la formation, dans le management, au changement des paradigmes, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, et quand on voit les réformes pédagogiques qui ont été mises en place, que ce soit à l'école centrale, que ce soit à l'ESSEC, sont des vraies réformes pédagogiques extrêmement lourdes de conséquences. Attention, c'est pas si simple que ça. Derrière les mots, il y a énormément de moyens. Alors moi, je voudrais revenir sur une chose. C'est qu'est-ce que c'est qu'un manager responsable aujourd'hui? C'est peut-être quelqu'un qui commence à ne plus se poser les mêmes questions que ce qu'on se posait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on travaillait sur 2 paradigmes assez puissants. L'intérêt général et la somme des intérêts particuliers. Eh bien, écoutez, allez expliquer ceci au Moyen-Orient ou en Chine. Et deuxièmement, la somme des courts termes fait le long terme. Pierre en parlait, pendant que c'est un problème structurel. Combien de nos enseignements dans les écoles d'ingénieurs et de management dépendent encore aujourd'hui de ces 2 postulats très néoclassiques? Eh bien, j'ai envie de dire beaucoup de nos enseignements. Que ce soit en finance, que ce soit en RH, que ce soit en logistique, on est sur ces systèmes-là. Et on va encore privilégier le financier, le court terme, la vitesse. Comme par hasard, nous sommes une école du Sud. Les Italiens ont inventé le slow food. La notion de vitesse n'est pas du tout la même. Je participais très récemment à un colloque avec des armateurs et des chargeurs, Port de Marseille oblige, face à la hausse, il y a quelques mois, des coûts
de transport et des problèmes logistiques par rapport à la consommation de pétrole. Il a fallu plus d'une demi-journée pour comprendre que les chargeurs ne demandaient pas aux armateurs d'aller vite, ils leur demandaient simplement d'arriver à l'heure. On change le paradigme. Ce n'est pas un problème de vitesse, c'est un problème d'heure. Comment allons-nous redéfinir des paradigmes de la performance ? Et à partir de là, c'est pareil pour la prise de risque, c'est pareil pour la multidimensionnalité. Je suis assez surpris de voir par exemple des parallèles qu'on fait entre le sport et l'entrepreneuriat. Apprenons aux entrepreneurs à être des grands sportifs. Vous avez mis un sportif de haut niveau au milieu hostile, il meurt en une semaine. Parce que pour être sportif de haut niveau, il a été ultra protégé sur la totalité de son environnement. Et les étudiants que nous allons former, eux ne seront pas protégés. Ils sont dans un monde où il y a en permanence de l'incertitude, de l'agressivité, où il y a une nécessité de changement. Est-ce que nous allons être, nous, capables de former ces générations à ces défis qui se rajoutent simplement aux défis qui ont déjà été énoncés? Alors je crois qu'en termes de formation, on a une grande chance aujourd'hui. C'est que nous avons la possibilité avec les technologies, j'y reviendrai peut-être à la fin sur les rêves que l'on peut avoir, grâce aux technologies de la formation, on a peut-être un peu plus de temps à consacrer au développement de l'individu, au développement de l'entrepreneur de soi. Et ça, je crois que c'est une chance qu'on ne doit pas laisser passer, mais qui modifie complètement les processus pédagogiques. Un continuum, en fait, entre la formation initiale et la formation... oui, certainement. Et la responsabilité, quand on dit former un manager responsable, c'est effectivement leur donner les clés aujourd'hui pour entrer dans des nouvelles notions de performance. J'aurai l'occasion d'y revenir, vous m'avez demandé d'être court. Merci, bravo. Je vais passer la parole à Florent Barche. Alors, sachant que Florent donc, va porter dans le débat le point de vue des étudiants, alors pas de tous les étudiants, effectivement, des étudiants passionnés, motivés, mobilisés par le développement durable. Et ce serait intéressant qu'on puisse avoir une rapide réaction sur, voilà, est-ce que dans vos écoles, est-ce que pour vous, les jeunes voient ça comme ça? Est-ce que vous sentez la même mobilisation? Voilà, Florent. Merci. Déjà, je pense qu'au-delà en fait, de tout ce qui est déjà mis en œuvre, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur quel est l'enjeu, quel est le défi. Je pense que c'est ça qui est le principal objet. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que finalement, on est un peu en train de revivre un 476 de l'histoire antique ou de l'histoire de l'humanité. 476, c'est la chute de l'Empire romain. On arrive un peu à ce moment-là. On a une civilisation qui avait jusqu'à présent le Fordisme, enfin l'hyperconsommation de masse. On arrive justement à cette fin. On a bien vu que les conséquences de cette consommation, les conséquences de cette production ont des conséquences sur l'environnement, sur la société, sur les hommes en général, au nord comme au sud. Et c'est vraiment ça l'aspect sur lequel je pense il faut insister, c'est vraiment la base du commencement de la réflexion, parce que je pense que tant que la réflexion n'est pas posée dans ces termes, on ne peut pas commencer à réfléchir et à proposer des solutions qui peuvent nous sembler envisageables pour l'avenir. Et on parle beaucoup de crise à l'heure actuelle, on parle beaucoup de la crise économique, mais à mon avis, on ne vit pas une crise, on en vit 5. Et pour moi, il y a 5 crises. Ces 5 crises, c'est l'écologie, enfin l'environnement, c'est l'énergie, un baril bientôt à 200, 300 $, on n'en sait rien. Une crise de l'éthique et une crise de la société. Ces 4 ou 5 crises, ça dépend aussi, on peut ajouter le social, qui moi me semble vraiment extrêmement important, j'y reviendrai après, sont toutes jumelées. En fait, vraiment, on arrive à cette fin de civilisation, la volonté de reconstruire quelque chose, comme tout à l'heure ça a été dit par le premier intervenant. On arrive vraiment à ce moment-là où il faut tout reconstruire. Et quand on parle de tout reconstruire, je serais tenté de vous citer une citation d'Einstein et qui disait « Il est impossible à un cerveau qui a créé le problème de le résoudre par lui-même ». On a une civilisation, on a des gens qui ont vécu dans les années 50, 60, 70, et 30 glorieuses. On ne se posait pas de questions par rapport à l'énergie, on ne se posait pas de questions par rapport à l'environnement, on ne se posait pas de questions par rapport à l'homme. Comment est-ce que ces mêmes personnes qui finalement ont constitué et ont permis de créer ce problème peuvent actuellement le résoudre? D'où l'intérêt d'une nouvelle génération qui soit beaucoup mieux formée, beaucoup mieux éduquée et qui permette aussi de réfléchir, parce qu'en fait l'éducation... Et est-ce que la génération d'avant peut quand même éduquer la nouvelle quand même? C'est une question importante. Et justement en fait, c'est là où je voudrais en venir, c'est que pour moi l'éducation, pour nous au Réfed, l'éducation c'est 3 choses. La première chose, c'est un transfert de connaissances, donc d'un professeur à un élève, tout bêtement, l'éducation qu'on a depuis longtemps. La deuxième éducation qu'on peut avoir, c'est la création soi-même de savoir. On peut créer soi-même son savoir en y réfléchissant. On peut penser à la maïotique intérieure de l'Antiquité. Et ensuite, ce qui est très important, c'est l'existence. En fait, je pense que le meilleur apprentissage qu'on puisse avoir tous les jours, c'est par la vie, de tous les jours, en ouvrant les yeux et en découvrant ce qui se passe autour de nous.
Ces 3 points de l'éducation ont permis ensuite de créer les propositions du REFET. Donc c'est un rapport qu'on a présenté à un comité de la décennie des Nations Unies sur l'éducation et le développement durable. Si je ne me trompe pas, c'est 2005-2014, la décennie. Et nous, on est arrivé en milieu de décennie pour proposer ces idées-là par rapport à l'enseignement supérieur. Ces 4 propositions qu'on fait, c'est la création d'un socle commun de connaissances, une politique de projet dans le domaine du développement socle durable. commun pour tous les étudiants français. Pour tous les étudiants. En fait, je vais y revenir. Quelle que soit la formation. D'accord. On m'a reproché, ça fait depuis longtemps qu'on a présenté ce rapport, ça fait quasiment 9 mois, et à chaque fois je parle de socle commun, je n'explique pas ce qu'est le socle commun. Maintenant on a quasiment composé ce socle commun, donc je vais vous expliquer. Ensuite, l'approche de projet, vraiment, cette éducation par soi-même, donc par le projet. Et ensuite, développer l'interdisciplinarité, ça peut encore être assez souligné, enfin, c'est vraiment cet avantage de l'approche qu'ont les écoles. Et ensuite l'exemplarité du Concupus, enfin, c'est voir ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour ensuite en faire un apprentissage. D'accord. Par rapport à ce socle commun, et je pense que c'est vraiment important, enfin, c'est un programme qu'on est en train de développer actuellement avec le MEDAT, enfin, le ministère de l'écologie, de l'environnement, de l'aménagement du territoire. On sait ce que c'est. Voilà, merci. Et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et déjà, il y a 2 préalables qui sont très importants. C'est ce qu'il faut éviter, c'est de faire un catalogue. Enfin, je sais, dans certaines écoles et universités, on fait un peu un catalogue de toutes les crises qu'on connaît à l'heure actuelle. D'une, c'est soporifique, et de 2, c'est pas du tout intéressant. Et en plus, ça me semble pas du tout logique. Mais après, voilà. Et donc, il faut faire ce qui a été souligné tout à l'heure. Enfin, je crois que c'est la première semaine de cours de... C'était qui le premier intervenant ? Il y avait Biosser, peut-être ? Voilà, exactement, merci. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est insister sur les enjeux, faire comprendre les enjeux pour ensuite proposer des solutions. Ces enjeux, pour nous, ils sont économiques. On parle du rapport Stern, du rapport sur la biodiversité. Ils sont sociaux. On connaît les conséquences des changements climatiques sur l'homme, sur les approvisionnements qui auront des conséquences sociales, notamment par rapport à l'immigration. Les conséquences écologiques, on les connaît aussi. Et les conséquences démocratiques, malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. Mais toute crise d'ampleur importante a une conséquence sur la démocratie, sur l'organisation sociale. Je pourrais vous parler par exemple de l'île de Pâques, enfin c'est très ancien, l'île de Pâques. On va peut-être pas passer sur l'île de Pâques. Voilà. Et ensuite, je vais me dépêcher. Et ensuite, par rapport pour nous, il y a juste deux parties à développer, c'est les enjeux, les solutions. Et les solutions vraiment ont été abordées juste avant, c'est sur la notion de richesse. Qu'est-ce que la richesse à l'heure actuelle ? Ce matin, vous avez tous entendu Patrick Vivray. Je pense que la notion de richesse, elle est dans ce qu'il dit, c'est vraiment arrêter de reconsidérer le PIB comme la richesse. La notion de temps, on parle de slow food, pourquoi pas de slow economy ? Pourquoi pas. Réfléchir aussi à la notion de rentabilité. Est-ce que c'est encore logique qu'on ait une rentabilité sur 3 ou 4 ans, qu'on ne réfléchisse pas sur les nombres de rentabilité à plus long terme ? Et ensuite, la question de l'éthique. Réhumaniser les sociétés, c'est vraiment un thème qui est important à l'heure actuelle, parce qu'on a vraiment déshumanisé le travail. Et reconstruire, renouveler. On a eu une grande discussion au ministère de l'écologie il y a 2 jours par rapport à s'il fallait reconstruire ou renouveler un lien social et un contrat social entre les gens. Moi, je suis plus d'avis qu'il faut en reconstruire un, ils sont plus d'avis qu'il faut en renouveler un. Mais voilà. Et après, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'on a une société qui a perdu tous ses fondamentaux, globalement. Avec la crise qu'on a vécue récemment, je pense que globalement, on a perdu tous nos fondamentaux, on ne sait plus où est-ce qu'on va, on ne sait plus comment est-ce qu'on y va. Et l'éducation et la nouvelle génération doivent justement participer à la reconstruction de fondamentaux, qui si on n'a pas de fondamentaux, on n'ira nulle part. Voilà. Merci Florence, c'est bon. Une position assez fondamentale. Je vais passer quand même la parole tout de suite à Jean-Pierre Azaïs. Jean-Pierre, lui, représente donc, j'ai dit, les SCOP, société de coopération, société coopérative de production. Là, un point de vue assez radicalement différent. Jean-Pierre, vous êtes formateur, vous participez à tout ce qui est le mouvement de la formation à l'intérieur des SCOP. Comment est-ce que vous abordez cette problématique de formation pour le développement durable ? Je pense que le premier point, c'est déjà de se redire un petit peu ce qu'on entend par entreprise. L'entreprise n'est pas une. Tout ce qu'on vient d'écouter est extrêmement important et nécessaire pour nous tous. Pour autant, je travaille dans une entreprise qui compte 10 personnes et dans l'ensemble des sociétés coopératives de production dont vous avez entendu parler ce matin et dont on reparlera, j'espère, eh bien, la moyenne en France, c'est environ 22 salariés. Donc je crois que la préoccupation que l'on a dans ce réseau d'entreprises de la formation, elle est déjà impactée par cette notion de taille, parce que la formation n'est pas la même. Ce qui est important aussi, c'est de dire que pour nous, la formation est indispensable, et elle est indispensable tout au long du parcours du salarié, du futur dirigeant et du dirigeant, pour une raison bien simple, c'est que nos entreprises ont quelques particularités
qui là pour le coup sont peut-être peu connus et qui nécessitent, lorsque quelqu'un rentre dans une scope, qu'il en ait pleinement conscience. En effet, on se trouve face à une entreprise qui est sur le marché, qui est soumise aux mêmes contraintes, qui subit les mêmes catastrophes que les autres entreprises, mais elle a un système de fonctionnement qui est un système très ancien. Et alors, on vit en ce moment un phénomène tout à fait extraordinaire parce que pendant très longtemps, jusqu'à très peu de temps, jusqu'à il y a 1 an ou 2, on se sentait mal. On disait personne ne nous connaît, personne ne sait ce que c'est que la scope. Vraiment, on n'est pas très nombreux. Il y a 2000 entreprises en France, entreprises coopératives de production. Il y a 40 000 salariés. On se confortait un petit peu en disant dans les pays voisins c'est beaucoup plus important, les entreprises sont plus nombreuses. Nous, on se sentait un petit peu petit. Et aujourd'hui, on réalise, en écoutant un peu ce qui se dit sur la responsabilité sociétale, que finalement, on a un fonctionnement qui, tout en datant de plus de 150 ans, est un fonctionnement dans lequel on trouve quelques coïncidences. Par exemple, la première, c'est que on parle aujourd'hui des parties prenantes. Eh bien, dans les scopes, les parties prenantes, elles sont déjà à l'œuvre. Je veux dire par là que dans les scopes, vous avez des salariés, et tous les salariés ont vocation à devenir associés. Et quand je dis vocation, ça se traduit dans le tissu de nos entreprises par un taux de sociétariat qui est supérieur à 80%. Donc quand tout le monde ne rentre pas automatiquement, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, mais la réalité que nous vivons depuis très longtemps, c'est une réalité dans laquelle celui qui se fait embaucher dans une entreprise, il en devient propriétaire. Et tout de suite derrière, le mécanisme se met en œuvre, il va élire son dirigeant. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu... qui est un petit détail. C'est une ligne dans un texte de loi, la loi sur les coopératives, mais dans la réalité, au quotidien et constamment, en permanence, ça signifie que le décideur, il va devoir avoir ça en tête. Au-delà, il y a tout un socle de mesures qui conduisent aussi à donner à l'entreprise sa propre richesse. On a un système qu'on appelle entre nous le système des réserves impartageables, qui consiste, lorsqu'on se partage le bénéfice, à mettre, qu'on le veuille ou non, et parfois on n'en a pas envie, on est obligé de mettre une partie de notre bénéfice dans ce fonds de réserve et on ne pourra pas le toucher. Il va assurer la pérennité de l'entreprise et de fait, nos entreprises vont avoir une sécurité qui fait qu'aujourd'hui, si on fait des statistiques, on peut dire que, grosso modo, on est un petit peu plus résistant que les autres. Mais c'est plus par rapport aux germes que porte ce système qu'on se rend compte aujourd'hui que la formation est très très importante et c'est depuis quelque temps qu'on a donc pris en compte la responsabilité sociétale dans un domaine où on n'est pas très fort, qui est celui de la responsabilité environnementale, l'écologie. Par contre, on réalise que et sur le fonctionnement économique et sur le fonctionnement social, on a des habitudes maison qui font que finalement on a une autre approche. Donc pour cela, c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs de formation et que c'est une formation qui est réellement une formation permanente dans laquelle on passe et on repasse puisque les dirigeants se succèdent. Il y a bien sûr une large fidélité aux personnes qui sont en place. On n'est pas dans un système de circulation permanente des individus au poste de leader, mais il y a tout de même un constant renouvellement qui nous oblige à développer des actions de formation. Et Jean-Pierre, dans votre accompagnement donc, de vos entrepreneurs et des salariés, est-ce que vous travaillez sur tous les sujets RSE ? Est-ce que vous êtes par exemple des entreprises emblématiques, parfaites, ou sur le thème de la mixité, de la diversité, de l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que vous avez une plus-value spécifique là-dessus ? Ou est-ce que c'est vraiment la démocratie dans l'entreprise en fait qui est votre truc, si je peux dire ? Je crois qu'il faut bien être clair. Il n'y a pas d'exemplarité dans un groupe particulier et je serais bien maladroit de dire que oui, effectivement, les scopes, c'est mieux que les autres entreprises. Je le pense, mais ça n'est qu'une opinion. Donc, sinon, ça ferait pas 20 ans que je suis dans ce milieu. Non, ce que je crois, c'est qu'il y a dans cette pratique de l'entreprise une approche qui,
de fait, sur ce que l'on appelle, ce que l'on a coutume d'appeler le volet social, il y a un souci et un respect de l'autre, quelle que soit sa position, qu'il soit simple salarié, chauffeur, livreur, ou qu'il soit PDG, et que l'entreprise compte 3 salariés ou qu'elle en compte 1300, puisque nous avons quand même des entreprises qui atteignent ce seuil-là. Ce sont des PME. Mais je crois que pour le reste, l'implication que l'on réalise et la manière dont on s'implique dans ces questions nouvelles, elles tiennent aux aspects, je dirais presque militants, aux engagements que les dirigeants peuvent avoir à titre personnel et au-delà par l'implication qu'ils mettent dans l'entreprise et qui amènent l'entreprise à devenir acteur. Alors, sur ce plan-là, on a un mot qui est fort entre nous, c'est de dire nous sommes des entreprises qui ne sont pas délocalisables pour des raisons évidentes, puisque c'est l'outil de travail de ceux qui s'y trouvent, y compris du dirigeant. Donc il est rare, ou il est difficile, sauf celui qui aime voyager, de se dire je vais aller implanter mon entreprise ailleurs. Donc sur ces questions-là, on a beaucoup à apprendre, mais je crois qu'on a une sensibilité et un désir de s'engager qui fait et qui se traduit par le fait que les priorités des entreprises coopératives ne sont peut-être pas les mêmes que celles de certaines autres entreprises. Il y a vraiment la notion de l'entreprise moyen au service des personnes qui y travaillent. Mais bien sûr, vous pourrez trouver en France des entreprises coopératives qui ne sont pas du tout exemplaires, des entreprises dans lesquelles ça ne se passe pas bien, etc. Jean-Pierre, merci. Une dernière petite question à Pierre Tapie avant de vous passer la parole. Pierre, l'ESSEC a innové avec la chaire entrepreneuriat social. Vous avez l'impression que c'est un mouvement qui se développe, il y a de plus en plus d'élèves à l'ESSEC qui s'intéressent à ça ou pas, ou ça reste une minorité quand même? D'une manière plus générale, il y a de plus en plus d'élèves qui, quand ils sortent des formations exigeantes qui sont les nôtres, ont envie d'autre chose que simplement le succès professionnel et le succès financier. Et ça, si j'avais à répondre à votre bonne question par rapport à un élément de tendance, qui est celui que vous me demandez là, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont être capables de recruter des gens vraiment de qualité vont être celles qui seront de plus en plus capables, de manière crédible, pas de manière pipeau, mais de manière crédible, de montrer qu'il y a un projet qui fait du sens dans l'entreprise qui accueille des jeunes et qu'aujourd'hui, l'exigence de ces jeunes quant à leur demande de sens est sans doute plus forte que simplement il y a une dizaine d'années. Hervé, dans les écoles d'ingénieurs, même perception? Absolument, oui. Moi, j'ai l'absolue conviction que si nous ne proposons pas des cadres qui font sens à nos élèves, ils le créeront eux-mêmes, hein, ils iront ailleurs. Moi, je suis frappé, comme Pierre, par l'imagination de nos élèves de plus en plus pour imaginer des chemins de carrière et des chemins de réussite qui ne sont pas du tout des chemins de réussite traditionnels. Hein. C'est une tendance lourde, à mon avis. Et qui est très liée à ces questions de sens. Comment moi je me situe par rapport à la société, qu'est-ce que je peux lui offrir, qu'est-ce qu'elle me propose et qu'est-ce que je peux apporter. Donc je suis absolument convaincu qu'on va assister à une multiplication de ce que j'appelle moi les nouveaux chemins de réussite. De parcours originaux. Oui, je suis certain. Très bien. Merci. La parole est à vous. Alors, il y a différentes personnes qui ont souhaité intervenir, donc je vais leur passer la parole en priorité, mais bien sûr, c'est ouvert. On va commencer par une femme. Corinne Pichard-Morel, qui est directrice générale de Circa. Corinne, donc, en quelques mots, mais vraiment très court, vous présentez votre activité, mais vraiment très très court, et après vos propositions surtout. On va essayer d'être vraiment sur les propositions. Donc, Corinne Pichard, j'ai une entreprise qui s'appelle le Circa. Nous faisons de la résolution de problèmes humains au travail, essentiellement dans les grands comptes privés et publics, les grands comptes comme Thales, Amadeus, France Télécom, et publics comme le CNRS, l'INRA et le... Alors, nous sommes partis à l'origine d'un métier, en fait, c'était une démarche tout à fait contre-habituelle. C'est un métier d'assistante sociale du travail qui était purement à l'origine administrative, publique, etc., que nous avons monté à un niveau d'expertise en résolution de problèmes humains, avec des outils notamment de l'approche systémique. Et donc, mettre le social sur le marché économique avec la conviction très très forte que le social ne pouvait pas aller sans l'économique et l'économique ne pouvait pas aller sans le social.
Donc depuis 18 ans, nous faisons de la recherche-action avec donc nos clients, les utilisateurs, les grands comptes, et tout récemment, depuis 2-3 ans, avec les petites entreprises aussi, puisque des directions du travail et des OPCA sont venus vers nous en nous disant « Ok, vous nous amenez des outils très perfectionnés pour les grandes entreprises, mais quid des TPE, PME qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de services ?» Et nous avons mis en place, et ce dont je voulais témoigner là pour cet après-midi, justement, avec des OPCA et le Centre des jeunes dirigeants, des travaux de recherche expérimentale où nous avons essayé de mettre nos outils et de co-construire avec les dirigeants eux-mêmes et les managers d'entreprises des outils qui seraient à leur portée et qui leur permettraient de résoudre eux-mêmes, dans un premier temps en tout cas, les problématiques humaines sur les lieux du travail. Et donc en fait, votre proposition, c'est de développer ce type d'outils pour les TPE. Tout à fait. Ça, petites PME et par exemple TPE. Alors il se trouve que en fait, c'est quand on fait des choses, on parle beaucoup d'innovation dans cette journée-là, c'est que, bon, entre-temps, j'ai fait la formation d'HEC aussi, justement pour recentrer, puisque nous, on est experts dans le social, on a travaillé aussi du coup avec les grandes écoles et on forme maintenant aussi au niveau de l'exécutive MBA d'HEC. Le fait de travailler avec les TPE, PME, qui étaient nos non-clients absolus et des entreprises avec lesquelles nous ne pensions jamais travailler, nous a amené à créer de l'innovation, en fait. C'est-à-dire que parce que c'était impossible de bosser avec eux, nous sommes arrivés sur l'idée d'une formation accompagnement qui pouvait être prise en charge par les OPCA et notamment par le Fonds social européen qui, eux, ont d'énormes budgets pour les petites entreprises et qui disent mais on ne sait pas quoi en faire de ces budgets-là. Donc je crois qu'il y a beaucoup de rencontres et d'où l'importance de ces journées-là et de partage à faire entre les différentes instances. Donc ce que vous dites là particulièrement, c'est que c'est dans l'utilisation du Fonds social européen où on pourrait aussi aider la formation des TPE. Alors voilà, la formation des TPE, PME, puisque nous avons créé donc ce produit qui est innovant, mais qui du coup nous a été demandé par les grands comptes aussi, qui n'existent pas, hein, puisque les outils de résolution de problèmes humains au travail, il n'y en avait pas jusqu'à présent dans les formations de managers et de dirigeants. Donc ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est comme nous avions des outils de l'approche systémique, qui sont en plein avec l'approche du développement durable, en fait. Hein, c'est l'écologie de la relation humaine. Donc, c'est que nous avons, justement, l'idée, c'est de co-construire, donc aussi bien avec les dirigeants, d'ailleurs, qu'avec des syndicats, les partenaires sociaux. L'ensemble, c'est réhabiliter la compétence de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et de ne pas arriver, justement, dans les entreprises comme un expert qui possède le savoir. Et là, c'est aussi une révolution avec les grandes écoles, mais d'arriver en se mettant au service de l'acteur, le dirigeant, le salarié, le représentant syndical, qui reste maître du jeu et maître du changement. On a travaillé sur les peurs des dirigeants, les désirs, en partant de leurs propres problématiques. Pas de solution toute faite, pardon, mais pas de solution plaquée, co-construite. On a travaillé notamment avec le CJT sur la notion de fragilité du dirigeant. Moi, venant du travail social, on est sur la fragilité, mais il y a la fragilité du manager, il y a la fragilité du dirigeant, il y a les peurs du dirigeant, avec souvent l'envie de bien faire derrière. Et quand la solution, c'est le problème. Hein. Tout à l'heure, j'entendais parler justement de faire le 180 degrés. Et là, avec l'approche systémique, on travaille tout à fait là-dessus. Comment, dans ma posture de manager et de dirigeant, j'entretiens, je crée parfois, mais surtout j'entretiens les problématiques. Donc vraiment faire c'est un changement, ce qu'on appelle de niveau 2, c'est-à-dire changer la façon de changer, en fait. Hein. C'est vraiment les problématiques actuelles. Donc voilà, l'idée, c'est formation, accompagnement. Merci, excusez-moi d'être un peu... Bon. Je vais passer la parole à une autre femme, Laurence Lascari. Vous êtes intervenue ce matin, déjà. Vous aviez des propositions à faire aussi en termes de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non? Je vous prends un dépourvu. Alors, en particulier, vous vouliez mettre l'accent sur des programmes avec et sur les populations sous et mal représentées. Non, je sais pas. Oui. En termes de formation, vous aviez pas, il me semblait que vous aviez une proposition particulière à faire. Non, bon. Ouais, non, c'est pas grave. Je vais passer la parole maintenant à... voilà, je retrouve mes fiches. Michel Meunier, donc CJD, qui est PDG de Vigimark Sûreté, qui travaille sur la formation
continue, mais surtout, je voudrais lui passer la parole sur le parcours Copernic, qui est organisé donc par le CJD. Qu'est-ce que c'est que ce parcours? Comment il s'organise? Quelles propositions là encore concrètes? Alors donc en fait, on est parti d'un constat en fait en 2000 où souvent les dirigeants de PME, TPE ne sont pas des dirigeants issus de grands cursus universitaires ou de cursus élitistes. Je crois que 95% des créateurs d'entreprises ne sont pas issus de l'enseignement supérieur, c'est les bonnes mémoires. Voilà. Donc et que donc il fallait regarder quelles étaient les compétences clés, c'est-à-dire retranscrits en savoir de processus dont avaient besoin les dirigeants dans le cadre de leurs activités, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité de dirigeant entrepreneur. Nous avons donc fait faire par des universitaires une étude. 120 dirigeants de PME ont été passés au crible sur une demi-journée, voire une journée de travail, et est sorti au bout d'une année de travail un cursus qui s'appelle Copernic, qui est un cursus de professionnalisation au métier de dirigeant entrepreneur, et qui est composé de la sorte: un SAS d'entrée, un SAS qui permet aux dirigeants de regarder quel est le métier de dirigeant qui, en fait, se résume en deux activités, une activité de pilotage et une activité de médiation, mais aussi un SAS qui lui permet, ça a été dit tout à l'heure, d'apprendre à apprendre et de se mettre aussi en métacognition, c'est-à-dire la capacité pour lui de se regarder en train de travailler, c'est-à-dire de se regarder faire pour regarder comment ça évolue pour lui. Ensuite, vous avez 4 modules, des modules qui sont transversaux, qui sont la diversité, la complexité, les compétences. Alors les compétences, non pas sur les compétences des collaborateurs, même si c'est abordé, c'est plutôt sur les compétences clés, les compétences métiers et les compétences collectives qui permettent de développer l'entreprise. Un module sur la médiation, puisque le dirigeant est de plus en plus médiateur avec les parties prenantes. Et le module final, donc c'est un cursus qui est sur 2 à 3 ans, le cursus final qui est passer de la vision au résultat. L'idée c'est quoi? À partir du moment où le dirigeant ne fait pas, aujourd'hui, et on le voit, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne sait pas. Donc on a besoin, et c'est ce que fait le Centre des jeunes dirigeants, c'est prendre les dirigeants, les sortir de leur quotidien, parce qu'ils ont toujours la tête dans le guidon, nous on dit les pieds dans la glaise, et il faut leur donner un petit peu, leur mettre la tête dans les étoiles, de façon à ce qu'ils puissent penser global pour agir local. Alors, même, Michel, là-dessus, quelle est la différence entre le parcours Copernic et une formation que peuvent suivre ces jeunes dirigeants auprès de l'ESSEC, de Romed, par exemple? Qu'est-ce qui fait la spécificité en fait, de la démarche du CJD? Qu'est-ce qu'il y a de... Alors c'est ce que je vous ai dit, c'est les savoirs de processus, les 22 savoirs de processus qui ont été identifiés. Premier point, aujourd'hui, il n'y a pas de formation similaire à ce qu'est Copernic. D'accord. Et vous pouvez regarder. Est-ce que d'ailleurs vous collaborez avec les écoles, les universités pour essayer de construire un co-savoir pour le coup? Tout à fait. Une co-formation à plusieurs niveaux. Un, c'est eux qui ont fait l'étude. D'accord. Donc on a collaboré. Et deux, tous les intervenants qui viennent sur les modules dont je vous ai parlé sont des consultants experts qui sont bien souvent des universitaires qui nous ont créé les modules atypiques. Et c'est aussi pour ça que je suis en capacité de vous dire que ce module n'existe nulle part ailleurs, parce qu'eux-mêmes, pour le dispenser, il y en a de Lyon, il y en a de Marseille, il y en a de Bordeaux, on a des universitaires un peu partout de France qui viennent dispenser ces modules de formation, nous disent c'est vraiment atypique. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modules de formation ne sont pas apportés comme un concept prêt à mâcher ou prêt à manger, ça ne sont que des occasions de professionnalisation qui permettent aux dirigeants entrepreneurs de travailler sur une situation problème qu'il a dans son entreprise et de regarder comment les savoirs de processus sont impactés par ce thème, et en le traitant par thème, et non pas en le traitant dans la globalité. Autre particularité, et après je vais passer à quelques propositions, puisque je pense que c'est aussi l'idée d'aujourd'hui, j'ai 2-3 choses à vous dire là-dessus. Autre particularité, c'est qu'il y a un travail pendant 2 ou 3 ans qui est fait en binôme, c'est-à-dire on crée un binôme de dirigeants entrepreneurs qui peut changer au fur et à mesure des modules et qui fait qu'on va accompagner sous une forme de coaching mais de parrainage au sein de la commission les JD dans l'analyse de la situation problème dans son entreprise, pourquoi tu en es là, à quoi ça tient à toi, à l'entreprise, à l'environnement, etc. Comment ensuite, quand il va aller en formation, il va modifier avec des outils qui lui sont donnés et comment il va le transcrire dans son entreprise pour venir au final regarder comment lui a évolué. D'accord. Donc voilà, pour Copernic dans ses grandes lignes, et si vous avez des questions, je pourrais vous donner, ou alors sur le site www.cjd.net, c'est téléchargeable, il n'y a pas de souci. Sur les idées, sur le thème de la formation, les propositions. La première, ça serait d'intégrer aujourd'hui dans notre constitution française, mais pourquoi pas européenne, je pense que c'est le niveau le plus pertinent aujourd'hui, à quelques jours des élections, le fait que l'alternance, c'est la vie. Et arrêtons de croire que les temps sociaux sont les mêmes depuis 100 ans, ils évoluent. Fini le temps où jusqu'à 25 ans, on fera des études, de 25 à 60 ans, on bossera dans une entreprise, et après on sera à la retraite. Ceux qui pensent ça se trompent, et donc il faut aujourd'hui changer le système pour qu'on ait un système d'alternance. Regardez la casse sociale actuelle avec la crise, on n'est pas en mesure, et notamment en France avec un dialogue social qui est pitoyable, voire ridicule, parce qu'on n'a pas su le construire, parce que ça fait partie de notre histoire et de notre culture.
créer la flexi-sécurité, c'est-à-dire de permettre à des salariés de se dire c'est pas grave si vous allez changer 2 ou 3 fois de métier parce que c'est une réalité. Mais moi, donc ça, c'est le thème de la formation tout au long de la vie, mais l'acter vraiment, quoi, parce que maintenant, c'est urgent. Acter qu'au cours de sa vie, on ne fera plus un métier, on n'apprendra plus un métier, on ne le fera pas pendant 40 ans et on ne sera pas à la retraite. Ça, c'est la... Oui, vas-y. Ça, c'est la première proposition. D'accord, pardon. Je vous en prie. Ah, très bien. La deuxième, c'est la sensibilisation de tous, c'est-à-dire éveiller les consciences. Et on le fait ici entre nous, même si on sait que ce sont les minorités convaincues qui pourront modifier la situation et la société. Je pense que c'est important de se dire, et ça a été dit aussi par les intervenants, on est maintenant à un niveau mondial et il faut regarder comment ça a évolué et on a besoin encore de sensibiliser. Et je voyais qu'il y avait des actions qui étaient faites dans les écoles. Je pense qu'effectivement, il faut prendre nos enfants au plus jeune âge de manière à ce que... Et je pense que cette action de sensibilisation, elle est extrêmement forte. D'accord. Et enfin, dernièrement, c'est créer un droit de l'entreprise. Parce que j'entends parler d'entreprise, mais l'entreprise n'existe pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une entreprise ? Je ne sais pas ce que c'est, moi. Je connais le droit des sociétés, je connais la collectivité de travail, qui d'ailleurs, regardez, c'est assez marrant, puisqu'on parle de développement durable, ou ce qu'on appelle, nous, au CJD, de performance globale. Aujourd'hui, la collectivité de travail est considérée comme un tiers. Elle ne fait même pas partie de la société. Elle est extérieure à l'entreprise. Donc il faudrait, en France, créer un droit de l'entreprise qui permettrait d'aller vers ce que font les SCOP. C'est quoi ? C'est un système de gouvernance particulier. C'est ce qui nous a été présenté. Il y en a plein d'autres. C'est ce que aussi fait l'économie sociale et solidaire. Donc si on pouvait créer en France un droit de l'entreprise qui permet de regarder comment on décide, comment la collectivité des salariés, mais aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise regardent sur quelle est notre stratégie, vers où on veut aller, pourquoi, comment, c'est quoi nos objectifs, je pense qu'on modifierait grandement notre société. Très bien. Merci Michel. On place au débat maintenant. Hein. D'autres propositions, Oui, là-bas, pardon. Alors toujours, vous présentez très vite et vraiment propositions concrètes. Et pour tous les intervenants à table, n'hésitez pas à réagir. On est là pour ça. Il nous reste un quart d'heure pile, donc il faut aller vite. Bonjour, Christophe Darfeuille, Naturama à Lyon. Je réagis par rapport au monsieur de l'ESSEC. Voilà. Quand vous parliez, moi c'est assez représentatif. Je m'occupe d'une association loi 1901. Dans mon équipe, j'ai une personne qui a fait Sciences Po, une autre qui est ingénieur agronome et une autre encore ingénieur en environnement, et viennent travailler dans une association où on sait très bien qu'à notre niveau, nous, c'est pas là où on a les plus gros salaires. Pourtant, aujourd'hui, c'est assez paradoxal, mais on se trouve dans une situation où on a des cadres d'entreprise qui viennent chez nous participer à des journées éco-volontaires, c'est-à-dire contribuer à la construction d'un mur en pierre sèche, à réhabiliter une prairie sèche ou une prairie humide, etc., etc. Donc ce type d'action, aujourd'hui, je dirais que la proposition que je peux faire, c'est justement donner un petit peu des occasions aux cadres dirigeants de mettre un peu les mains dans le cambouis et de se rendre compte que, comme l'expliquait le monsieur juste avant, que la réalité aujourd'hui fait qu'on n'aura pas toujours le même métier tout au long de sa vie et qu'on pourra être amené aussi un jour à être peut-être ouvrier ou artisan. Donc ces opportunités de journée éco-volontaire qu'on propose, mettre un petit peu les gens à nu et s'aperçoivent que le quotidien c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un producteur, il va faire ça, ça et ça. Donc nous on participe évidemment à des programmes avec des agriculteurs bio, mais pas seulement, on a aussi des conventionnels où on essaye de les accompagner, et à ce moment-là on organise des journées éco-volontaires où les gens vont aller faire du pastoralisme, ils vont aller faire de l'entretien, comme je disais, de clôture ou autre, c'est divers et varié. Tout ça évidemment avec une connotation, puisque notre activité concerne d'abord les scolaires, et on a tout un programme pédagogique où on accompagne également dans les entreprises. Les entreprises, on travaille pour l'aéroport de Lyon, on travaille pour Arkema, on travaille pour Lafarge, donc on a quand même des grosses entreprises dans lesquelles ces questions-là se sont posées, et on les accompagne en formant là encore les cadres dirigeants à une démarche un petit peu plus responsable et surtout plus écologique, puisque je prends les... Pardon, ce que vous pensez donc, c'est qu'on devrait proposer aux cadres, y compris en entreprise, aux jeunes peut-être encore plus, d'aller sur le terrain à certains moments de l'éducation. De faire un stage en ONG. Dans le temps, comment ça se passe ? Ils font des stages en ONG, tous les étudiants ? Ce qui est important dans votre proposition, c'est de déplacer les gens. C'est de sortir les gens de leur univers habituel et de les immerger dans un endroit surprenant pour eux. On a réintroduit dans le cadre d'une réforme plus récente, en première année de la grande école, cette année même, une expérience qu'on a appelée découverte d'une organisation, ce qui veut volontairement rien dire,
dans lequel en fait les 90% ou les 80% de la promotion de la grande école qui sont plutôt d'origine sociale assez favorisée, ce qui par ailleurs pose d'autres questions, mais je ne les aborde pas là, va travailler pendant 4 semaines, soit dans une école égide de l'armée de la deuxième chance, soit en habitant physiquement dans un centre du secours populaire ou d'Emmaüs, soit en vivant pendant un mois dans des services de très grands malades dans les hôpitaux, soit en visiteurs de prison. Donc un déplacement social tout à fait considérable, tandis que ceux qui viennent d'origine sociale très modeste, et les gens après ça, ils vont là où ils veulent, sont plutôt encouragés à aller à l'opéra, au musée, dans des endroits où le métier c'est le beau. L'objectif identique d'ordre pédagogique étant de déplacer le regard des jeunes. C'est en première année de l'école, qui est toujours post-prépa une étape dans laquelle il se passe des choses, disons, sur le plan pédagogique, et ils sont volontiers assez créatifs, c'est le module d'enseignement qui recueille 90% de taux de satisfaction et dans lequel les jeunes se découvrent des choses qui pour eux sont des émerveillements. Et en fait, ce que vous proposez, c'est qu'on puisse faire ça à tous les niveaux de la vie, pas seulement quand on est étudiant. Voilà, la proposition, c'est que ça soit, j'allais dire, le terme me gêne, mais c'est un peu obligatoire. Voilà, il faut passer par là. Merci. J'ai une question là-bas, madame, pardon. Et après, levez la main pour que je sache après à qui. D'accord, oui, il y en a plein. Alors j'ai même 2 questions. Mais d'abord un témoignage. Donc, je suis Soline Rabouille, fondatrice de l'entreprise Easy Les Enfants d'abord, qui est une entreprise d'Autrèche et présidente de la Fédération française des entreprises d'Autrèche. Premier témoignage qui n'a rien à voir avec mon secteur. J'ai été appelée par une école de commerce pour participer à un jury d'étudiants. Donc j'entends vos témoignages et que je trouve fort intéressants. Moi, j'ai eu face à moi, il y a 2 voies pour les concours des écoles de commerce. La voie de nos petits étudiants qui sortent de prépa, qui ont abandonné le sport, le piano, la musique, la vie, les copains, etc. Et quand on leur demande, vous voulez faire quoi? Quel est votre projet professionnel? C'est travailler chez Danone, Ernst & Young, McKinsey, et dans la mode, et c'est merveilleux, et c'est totalement vide et inintéressant. Donc moi, j'ai un problème dans le recrutement aussi de vos écoles, parce que derrière, on avait la deuxième voie, qui était des jeunes qui avaient fait des IUT, qui avaient fait des stages, qui avaient vécu dans les entreprises, et où là, on avait des vrais projets professionnels, des vrais engagements, et je trouve que c'est bien maintenant d'entendre vos discours dans des grandes écoles. La question, il est aussi en amont, dans les prépas. Il y a encore beaucoup de choses, je pense, beaucoup de travail. Donc ça, c'était un premier témoignage. Peut-être une très rapide réponse. Bernard, peut-être là-dessus. C'est pas le plus facile, bon, je reconnais. Hervé, bien sûr. Tout à l'heure, Pierre disait il faut apprendre à désapprendre. Oui. Je crois que nous avons tous des cursus en première année de déstructuration. Qui sont faits exactement. C'est paradoxal quand même. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils apprennent à travailler et à réfléchir d'une certaine manière, mais cette manière-là n'est pas adaptée à ce que les entreprises nous demandent. Je reviens à ma métaphore du sportif de haut niveau. On a des sportifs de haut niveau dans un moment donné, vous les changez d'environnement et vous leur demandez d'être dans autre chose, ils ne savent plus faire. Donc il faut qu'on arrive à garder ce qu'ils ont appris, ce qui est bon, dont on aura besoin, c'est la rapidité du travail, l'investissement, tout ça, et les mettre dans une autre perspective. Ça passe par une déstructuration. Et les programmes pédagogiques le font aujourd'hui, enfin la plupart des écoles, je crois, le font. Hein. Hervé, vous êtes au cœur du sujet à la commission amont de la CGE. Oui, je crois qu'en plus on se fait beaucoup d'idées sur la prépa, parce que l'image qu'on a des prépas, c'est la montagne Sainte-Geneviève. Alors je voudrais quand même rappeler qu'il y a 700 lycées en France avec des classes préparatoires. Moi, je me suis baladé la semaine dernière dans un lycée qui est à Pierre, puisque c'est le lycée de Thiers à Marseille, et je me balade beaucoup dans les lycées. Et je crois que vous avez une idée de la prépa qui est un petit peu ancienne. Nous avons tous les ans... Moi, c'est juste un constat. Voilà. On ne peut pas faire une généralisation d'un... Comme on dit, vous savez, en maths, un Dirac, un point unique n'a pas valeur de généralisation. Donc, probablement, il est clair que dans la phase dans laquelle sont les élèves en prépa, où ce qu'on cherche à développer, c'est leur capacité de travail, c'est leur puissance conceptuelle, c'est leur capacité déductive, en sachant très bien qu'il va falloir qu'ils développent aussi de la capacité inductive. On sait très bien effectivement qu'il y a après des choses plus complémentaires qu'il faut acquérir, mais sur une base qui est extrêmement solide. Si j'ai le temps, je donne une petite anecdote. Nous avons fait il y a 3 ans, à l'occasion d'une chaire, des travaux en temps réel avec l'université Rice d'Houston, des élèves de centrale de Rice sur les problèmes de mécatronique, et des élèves de Bac+4. Et quand on a fait ça, on s'est dit, oh là là,
Il faut trouver des trucs innovants. Compte tenu de ce qu'on nous raconte sur l'enseignement américain, nos élèves vont se faire ratatiner, quoi, les Américains. Et alors, le résultat constaté par Schlumberger, qui était le partenaire de cette opération, c'est que toutes les idées originales sont venues des Français, des élèves qui étaient passés par la prépa. Toutes. Parce qu'ils sont solides sur leur base et larges sur leur capacité à apprendre. Première remarque. Deuxième remarque, dans nos écoles, on touche quand même actuellement des gens qui sont champions de France universitaires de sport, qui sont très très bons musiciens, qu'on continue à peindre. Et je crois qu'on se fait une idée un peu ancienne de la prépa. Évidemment, la prépa doit évoluer. Évidemment, elle doit évoluer en diversité, elle doit vite évoluer en ouverture. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je crois qu'elle a actuellement dans les prépas, il y a beaucoup de gens, d'élèves qui travaillent très collectivement. L'image de la prépa Struggle for Life, c'est passé. Et je pense que la prépa a certes des progrès à faire. Un peu, quand même. Et deuxièmement, au travers, il y aura certainement, il y a des progrès à faire, on a des choses à faire, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Et enfin, moi j'ai une croyance absolue, vous savez, un professeur ne résiste pas à ses élèves. Et si nous ne proposons pas à nos élèves cette évolution, y compris d'ailleurs probablement dans la prépa, nous les perdrons. Donc c'est au-delà du discours et du fait que la situation est ce qu'elle est, qu'il y a des progrès à faire, le sens général dans lequel nous allons, je crois que c'est le sens que nous décrivons. Votre deuxième remarque. Alors, deuxième point, en tant que dirigeante d'entreprise, je trouve formidable, encore une fois, cet élan qu'on a tous de responsabilité sociétale. Je pense qu'on a aussi un rôle éducatif, nous, et une responsabilité en tant que dirigeant, parce que dire à nos salariés, on va faire du développement durable, on va être une entreprise responsable, c'est bien, mais si on leur impose d'en haut, et s'ils n'en sont pas convaincus, s'ils ne sont pas engagés... Porter un rôle éducatif pour chaque dirigeant. Oui, je pense qu'il y a besoin d'un engagement aussi avec nos équipes. Et on a, nous, dirigeants, cette responsabilité. Et peut-être qu'on n'a pas toujours les outils pour entraîner nos équipes. Dans la pédagogie, ça s'apprend aussi. Éduquer, c'est un métier. Voilà. Merci Thomas. Et je prends après la suite. Là, j'essaie de prendre dans l'ordre des mains qui sont levées. Il me semble, monsieur après. Bon. Alors Thomas, oui. Juste une proposition. Non, c'est une question. Moi, pendant 8 ans, j'ai exercé mes métiers de directeur de développement durable. Donc, j'étais un des premiers à faire ce métier-là. J'ai essuyé les plates, mais comme c'était chez Vinci, c'est assez cohérent. Mais maintenant, je suis passé de l'autre côté. J'ai créé mon entreprise. J'essaye de continuer à convaincre les dirigeants d'aujourd'hui. Ma question, en particulier aux 4 directeurs de grandes écoles que j'ai en face de moi, je trouve ça formidable ce que vous faites avec vos nouveaux étudiants, mais les dirigeants d'aujourd'hui, c'est cela qui pose problème. Et cela, je peux vous dire, c'est dramatique, quoi. Hein. Donc, est-ce que n'avez-vous pas des actions prévues ou peut-être à prévoir avec ces nouveaux étudiants qui vont sortir là, qui sont visiblement formidables, et j'espère bien, qui ont compris ce changement de paradigme, pour aller convaincre ceux du dessus? Mais maintenant, quoi, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe, et quand je vois la casse sociale qu'il y a aujourd'hui, c'est dramatique de manque de créativité et d'innovation sociale. Voilà. Hein, que j'ai juste... Merci. Voilà. Non, je vais laisser Stéphanie rebondir et on passe aux réponses. Stéphanie. Voilà, donc Stéphanie Boulet. Bonjour, Stéphanie Boulet, cabinet Recherche et Évolution. Alors justement, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons à cœur, que d'intervenir auprès des dirigeants en poste pour leur proposer vraiment un nouveau courant qui soit un courant de leadership éthique. Alors c'est quoi le leadership éthique? Ça fait 10 ans qu'on le pratique, donc c'est pas juste un effet de mode. C'est vraiment être pionnier pour les dirigeants, et c'est, je crois, messieurs, ce que vous cherchez à susciter chez vos étudiants. Mais c'est aussi mettre l'éthique au cœur de leur business, c'est-à-dire pas simplement faire du développement durable, pas simplement créer une fondation, pas simplement avoir des choses qui sont certes très belles, mais qui restent en marge des métiers, mais vraiment comment apporter l'éthique, c'est-à-dire répondre aux besoins de la société, répondre aux besoins de l'humanité, donc que vous avez mentionné, comment faire face finalement aux enjeux et à la crise et à tout ce qui nous attend finalement, en mettant au cœur de nos métiers, au cœur de nos entreprises, vraiment une réponse qui soit de qualité. Et de fait, la rentabilité financière viendra, mais n'est plus, en tout cas, le moteur principal des leaders éthiques. Voilà, donc c'est ce que nous cherchons à faire, et plutôt ce sera fait effectivement au niveau des étudiants. Et voilà, ça me fait très plaisir de voir que vous avancez, que vous bougez dans ce sens-là. Mais en tout cas, vraiment, si vous souhaitez développer vous-même ce nouveau courant de leader éthique, écoutez, un grand bravo, on a les outils, on a l'ingénierie pour, et ce sera avec grand plaisir. On va prendre une dernière intervention. Non, pardon, vas-y. Hervé, allez-y. Juste un petit commentaire. Dans tout ce qu'on dit là, il y a un grand absent. Hein. Il y a même 2 grands absents pour arriver au résultat que vous donnez. C'est l'école
et les parents. Et moi, je pense que l'enseignement supérieur, et en particulier les grandes écoles, c'est le dernier étage de la colonne à distiller, si vous me permettez l'expression. On est en haut, nous, on fait sortir le produit. Mais on ne rattrapera pas ce qui seront des carences dans le goût de l'effort et le sens de la responsabilité, dans le travail conjoint des enseignants qui ne se substitueront pas aux parents, malheureusement comme le croient un certain nombre de parents. Donc il y a aussi tout un étage de réflexion sur ce que c'est que faire, même pas des dirigeants, mais des hommes et des femmes responsables qui adressent très directement ces étages. Et je pense qu'il y a là aussi, à mon avis, une réflexion sur la notion d'exigence. Voilà, et puis juste, si vous me permettez de compléter, effectivement, un travail sur le savoir-être, c'est-à-dire que c'est sur la base d'un savoir-être de qualité et d'excellence que finalement, toutes les compétences pourront être développées et répondre, mais ça commence effectivement très tôt. On va prendre encore une ou deux, il nous reste 3 minutes. Je voudrais juste demander, 2 points qu'on avait cités au départ étaient très importants pour l'ensemble de nos intervenants, c'était une nouvelle vision du risque, et une véritable interculturalité. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des propositions concrètes sur ces 2 thèmes-là, le risque et l'interculturalité? Oui. Bonjour, Patrick Bertrand, je suis le fondateur de Passerelle et Compétences, qui est une association qui fait la promotion du bénévolat de compétences. Et je pense que là, il y a une vraie prise de risque. Si vous lisez notre dernière newsletter, le président de Handicap parlait justement très très bien de ces cadres qui viennent s'engager dans les associations en apportant leurs compétences. Je parle de cadres dirigeants pour la grande majorité. L'année dernière, ce sont 200 personnes. Cette année, on tape sur à peu près 300. Il y a une vraie prise de risque. Prise de risque, pourquoi? Et je rejoins un peu ce qu'a dit M. Belante, et moi, ça m'a beaucoup plu. Premièrement, la redécouverte que le temps n'est pas un facteur contraignant, mais c'est un facteur de création et de créativité. Et ça, savoir adhérer à ça et le réintégrer après ça dans son business, c'est un facteur de développement extraordinaire. Et le deuxième, c'est que travailler dans des associations, c'est réapprendre à travailler dans des environnements flous. Et ça, pour développer la créativité personnelle, c'est très fort. Il n'y a rien de mieux. Et venez manager des équipes de bénévoles, et je vous promets que vous saurez manager n'importe qui derrière. Voilà, c'était juste mon petit commentaire. Bravo. Une dernière... Merci. Une dernière intervention, et puis je demanderai aux intervenants d'apporter une rapide conclusion par rapport à ce qu'ils ont entendu, mais toujours, si possible, en centrant leur intervention sur le thème du risque et de la véritable interculturalité. Monsieur, pardon. Je crois que les écoles qui envisagent ici, oui. Merci. Juste, allez, vite. Juste les 2. Allez-y. Allez-y. Le micro, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Vite. Juste vraiment les propositions, c'est tout. Donc, Émeric Marmora, directeur d'Entrepreneurs sans frontières. On mène depuis maintenant 4 ans des programmes d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux conjointement avec des étudiants en école de commerce ou en école d'ingénieur. Ouais. Et ces programmes visent justement à réunir un étudiant. D'ailleurs, on a des étudiants de l'ESSEC. Cette année, on a un étudiant d'Euromède. On n'a pas encore d'étudiants de Centrale ou des mines. Il faudrait. Ces étudiants travaillent en binôme, un étudiant avec un entrepreneur pendant 4 mois sur la création réelle de l'entreprise. Ça permet en fait de réunir des publics complètement différents. C'est le nom, c'est d'où l'origine de notre nom, sans frontières culturelles, sans frontières sociales, sans frontières personnelles. Et ça permet de réunir vraiment 2 publics qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ces programmes. L'idée, ça serait comment pouvoir étendre davantage ces programmes, pourquoi pas à l'échelle nationale, et permettre à des étudiants d'avoir une expérience concrète de l'entrepreneuriat auprès de porteurs de projets qui sont vraiment sur cette démarche-là, et puis de permettre à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait les études techniques et managériales pour d'accompagner ces étudiants de ce fond, d'avoir leurs compétences. Et la deuxième, sur la prise de risque, on nous apprend beaucoup l'entrepreneuriat en fait à travers souvent les méthodologies de techniques de business plan. Je pense que l'entrepreneuriat est avant tout un esprit, et c'est l'esprit entrepreneurial. Et du coup, pourquoi pas lancer un challenge
à des étudiants, non pas de créer le meilleur business plan, mais de créer, sur l'espace d'une année scolaire, une entreprise sociale avec des réels résultats économiques, sociaux. Peu importe l'impact, peu importe le niveau de résultat, ce qui compte, c'est la démarche et de franchir le pas de la création. Parfait, merci. Juste, on ne peut pas faire un tour de table de conclusion. Qui veut... On peut avoir 2 interventions peut-être, Pierre? Juste un point en écho de celui-ci et de l'école Madame. Ça existe un concours comme ça, hein, c'est le concours SAIF. Il met en mouvement la bagatelle de 1800 institutions universitaires dans le monde et 20 000 étudiants, et il est exactement dans cet esprit-là. C'est juste un écho à ce que disait Madame sur comment rééduquer les vieux un peu constipés qui pensent pas du tout dans cette direction-là et qui vraiment sont très difficiles à convertir à ces choses-là. Pardon de la provocation. Je crois que la pédagogie la plus puissante est la pédagogie du désir. Il s'agit de donner envie. Il y a différentes manières de donner envie. Pour fréquenter un certain nombre de dirigeants, un nombre élevé de ces dirigeants est très engagé dans sa conscience citoyenne. Mais ils sont souvent dans des métiers de dingue, avec des contraintes de dingue, et ils font ce qu'ils peuvent dans le champ de contraintes dans lequel ils sont. Il me semble que si à la fois on travaille sur une pédagogie du désir, de donner envie d'eux, d'une part, et d'autre part, si on cultive la manière avec laquelle les jeunes poussent par le bas, et je peux vous dire que ceux qu'on connaît, il y en a beaucoup qui poussent, parce que pour eux, ce sont et en plus, c'est là où c'est intéressant, c'est que les meilleurs sont ceux qui poussent le plus. Et comme dans un certain nombre d'entreprises, on a beaucoup d'intérêt rationnel à garder les plus brillants et les plus créatifs, ben on s'aperçoit que si on veut les garder, on est obligé de donner quand même une certaine écoute à la manière avec laquelle ils poussent. Donc je suis très optimiste par rapport à ce que vous dites. Merci Pierre. Hervé, le mot de la fin? Non, pardon, Benoît. Non, tous les deux. Non, je voulais simplement dire que les TP, enfin les très petites entreprises ou les ONG sont elles-mêmes des terrains de formation extrêmement riches. Par exemple, nous formons des ingénieurs au corps des mines qui sont plutôt destinés à diriger des très grandes entreprises du CAC 40 pour faire court. Nous les envoyons tous systématiquement 1 an dans des très petites entreprises pour justement au contact de ces entreprises, d'abord comprendre comment marche le terreau d'entreprise française, mais aussi pour les initier à l'extrême variété des métiers auxquels sont confrontés les cadres dans les très petites entreprises. Et autre aspect, les ONG me paraissent là aussi, de ce point de vue-là, extrêmement fertiles. Et donc, à l'occasion des années de césure, donc il y a à peu près un étudiant sur 3 qui va dans des pays extrêmement lointains au service des... je découvre même des pays en apprenant l'endroit où vont nos étudiants. Donc, je pense que cette diversité est un facteur extrêmement fort d'une formation de leaders adaptables, quoi. Merci Benoît. Hervé? Sur le fait de la prise de risque et de l'ouverture, il y a un domaine absolument extraordinaire dans nos écoles, c'est la vie associative. À Centrale, il y a 150 associations qui tournent, qui sont très en relation avec les problèmes sociaux, très en relation avec la réalité du terrain. Bon, on a également, nous, cette année, sur 450 élèves par promo, on a 210 élèves qui partent en année de césure, c'est pareil. Donc là-dessus, nous, je pense que nous avons les outils pour donner conscience à cette réalité. Et puis une petite remarque, à Centrale, nous, on est un peu vieux jeu. On a maintenu le stage opérateur. C'est-à-dire qu'en la première et la deuxième année, pendant 6 semaines, il faut être opérateur, vraiment mettre des boîtes dans des caisses ou serrer des boulons, parce que je pense qu'il est important pour la génération qui vient de comprendre que derrière chaque dollar et chaque euro, il y a de la sueur humaine. Et ça aussi, c'est à mon avis une notion extrêmement importante pour l'avenir. Sur le risque, c'est évident. On a une culture qui n'est pas favorable à ça, donc il faut donner le goût du risque, le développer. On n'a pas le temps, mais il y a des formes pédagogiques pour faire ça, et transformer non pas le risque comme une menace, mais le risque comme une opportunité. La prise de risque, c'est quelque chose qui permet de développer une opportunité, et tout le savoir humain, il est là pour repousser cette limite. Donc je pense que c'est une notion extrêmement fondamentale dans la façon dont nous devons composer nos cursus. Merci Hervé, j'aimerais bien réagir à ce que vous dites, mais on n'a pas le temps. On va s'arrêter là. Merci pour ces échanges. Je vais passer la parole à Philippe Barre, donc, du CJD, pour la remise du prix. Je veux juste te dire, Philippe, quand même, une chose moi, qui me frappe sur le CJD. On est en pleine réflexion sur la diversité, on en a beaucoup parlé ce matin. Le sujet des seniors est un sujet vrai, puissant aujourd'hui, politique et dans l'entreprise. Moi, ça me frappe qu'un projet aussi génial que le vôtre, aussi intelligent que le CJD, porte le mot jeune dans ses gènes. Pourquoi jeune forcément ?
je trouve que vous avez d'autres choses à dire que de vous définir par jeune. Je trouve ça super limité par rapport à ce que vous êtes. C'est quand même comme ça depuis 1938 et c'est aussi en réaction. Il faut changer. Oui, mais on change beaucoup, mais je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des organismes qui quand même se sont imposés en pignon sur rue pour faire passer leurs idées, qui soient porteurs du message des jeunes entrepreneurs, parce que quand même on a beaucoup d'institutions dans notre pays où sont largement représentés les moins jeunes entrepreneurs. Donc je pense que pour l'instant on n'est pas encore dans l'inverse. Donc je pense que c'est important que notre parole de jeunesse soit portée encore. Merci Philippe, je te laisse la parole. Pardon. Oui, alors moi je suis là pour féliciter les étudiants qui ont répondu et qui ont gagné le trophée du concours Grandes Écoles de la Performance Globale du CJD. C'est un concours qui a lieu maintenant depuis pas mal d'années, c'est la 6e édition. On avait 25 groupes, alors c'est des groupes d'étudiants par école, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, de management, des IAE qui participent. J'espère que l'année prochaine, on aura de nombreux étudiants des institutions académiques qui sont représentés ici aujourd'hui et qui travaillent sur les cas d'entreprise qu'ils choisissent et qui regardent au travers du référentiel performance globale élaboré par le CJD, mais il y a maintenant 8 ans, qui analyse la performance globale de l'entreprise au travers du guide d'autodiagnostic et qui élabore également en relation avec le chef d'entreprise et les parties prenantes de l'entreprise un plan d'action et d'amélioration lié à cet audit de performance globale de l'entreprise. Cette année, sur les 25 groupes, on en a gardé 4 qui ont été finalistes. On a aujourd'hui le plaisir de récompenser, de féliciter l'équipe de l'ESM de Poitiers, de Tours, pardon, excusez-moi, parce qu'il y avait Poitiers aussi qui a bien répondu. Donc j'appelle Amandine, Bertrand, Geoffroy, Jonathan et j'en oublie un et David, voilà, à me rejoindre. Je crois que y en a une qui est restée au Québec, mais vous lui remettrez, Marie. Je vais vous laisser. Donc, pour information, ce groupe d'étudiants a gagné un voyage d'études en République tchèque offert par le CJD et ses partenaires, où ils vont pouvoir justement aller plus loin dans les considérations de responsabilité globale. Merci. Un petit mot. Ah oui. Alors, bonjour à tous. Je voudrais présenter rapidement mon équipe. David Kingruel, Geoffroy de Villarté, Jonathan Jubinville et Bertrand Boulet. Marie-Julie Laperrière est au Québec, elle n'a pas pu venir, et moi-même Amandine Thomas. Donc, nous sommes étudiants à l'École supérieure de commerce et de management de Tours, et notre double diplôme gestion du développement durable en partenariat avec l'Université de Sherbrooke au Canada nous a amenés à participer au concours organisé par le CJD. Donc notre équipe a une particularité, et même deux, c'est l'interculturalité, puisqu'il y a 3 Québécois. Et pour faire un clin d'œil à l'intervention tout à l'heure, nous n'avons pas fait de prépa. Nul n'est parfait. Donc nous tenons à remercier particulièrement Monsieur Leclerc, directeur général de Maison Concept. C'est une entreprise de construction de maisons individuelles située à Tours, qui nous a ouvert ses portes et nous a fait confiance pour l'audit de son entreprise dans le but d'atteindre la performance globale. Donc Monsieur Leclerc et ses employés ont fait preuve d'une grande transparence et ont montré beaucoup d'intérêt pour le concours. Un grand merci au CJD. Le concours nous a permis de vivre une expérience très enrichissante et professionnalisante. Nous avons ainsi pu concrétiser nos connaissances théoriques en élaborant des préconisations pour atteindre non seulement la performance économique, mais aussi sociale, environnementale, sociétale, et faire des propositions sur la gouvernance.
Merci enfin au Parlement des entrepreneurs d'avenir de nous avoir invités à cette commission. Et enfin, si nous avions une proposition à faire en rapport avec cette commission, ce serait finalement de supprimer notre master spécialisé en développement durable pour que le développement durable soit infiltré dans toutes les spécialisations, dans tous les programmes de l'ESSEM. Et ainsi, des étudiants en finance, en marketing pourraient participer au concours du CJD et s'ouvrir à des questions plus générales sur le social et l'environnemental. Merci. Merci. On va clore là ce débat. Je voudrais juste dire un mot de félicitations au CJD. Moi, j'ai connu le CJD il y a 8 ans à travers un de ses anciens présidents qui est Didier Livio, qui est resté fidèle d'ailleurs de nos programmes. C'est un homme fantastique. Et je trouve admirable la mission que vous avez et la concrétisation que vous avez de la transmission de ce à quoi vous croyez auprès des jeunes. Vous partagez ça, vous éduquez, vous participez vraiment à une vraie mission et bravo, c'est vraiment superbe. Merci à vous. Merci à vous et à tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça.